Bonjour. Alors, un petit cours sur comment tracer un diagramme de Bode à partir d'une fonction de transfert. La version ici, elle est très détaillée. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça sur une copie. Je vous ai mis à la fin 3 exos qui vont vous permettre de vous entraîner. Je prends une fonction de transfert, h de p, et la première étape, toujours, ça consiste à vérifier qu'elle est sous forme canonique. Ça veut dire quoi, forme canonique? Ça veut dire que si je prends n'importe lequel des polynômes, lorsque p égale à 0, le polynôme doit être égal à 1. C'est le cas ici pour les deux polynômes qui sont au numérateur. Par contre, ce n'est pas le cas pour le polynôme de degré 2 qui est au dénominateur, puisque lui, lorsque p égale à 0, il vaut 100. Donc, je vais mettre 100 en facteur, et une fois que j'ai fait ça, je simplifie ma fonction, ce qui va me permettre d'obtenir la fonction de transfert dont je vais tracer les diagrammes de Bode. Étape numéro 2, je vais identifier et ordonner les pulsations de coupure. Je vais prendre donc chacun de mes polynômes. Alors pour que ce soit visuel pour vous, je vous ai décomposé ça sous la forme d'un produit de polynômes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un intégrateur. L'intégrateur, on le laisse comme il est, puisqu'il n'a pas de pulsation de coupure. Donc lui, rien ne changera. Pour les deux suivants, ce sont des polynômes du premier ordre. Ces polynômes du premier ordre s'écrivent sous la forme 1 plus tau p. Je sais que leur pulsation de coupure, c'est 1 sur tau. Donc ici, je vais avoir une première pulsation de coupure oméga 1 qui vaut 0,05 radians par seconde et une deuxième oméga 2 qui vaut 1 centième, c'est-à-dire 0,01 radians par seconde. Pour le dernier, c'est un polynôme de degré 2, donc je sais que lui va s'écrire à la fin sous la forme p carré sur oméga 0 carré. Donc je vais définir oméga 0 qui vaut racine de 100, donc 10 radians par seconde. Une fois qu'on a fait ça, on va ordonner les pulsations de coupure. Donc ici, on va se retrouver à avoir oméga 2 plus petit que oméga 1 plus petit que oméga 0. Vous voyez que je ne m'amuse pas à essayer de prévoir l'ordre et donc de mettre des noms qui correspondent à l'ordre que j'aurai derrière. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver donc l'équivalent de la fonction sur chacun des intervalles, puisqu'on va découper en fait notre axe des abscisses en différents intervalles. Donc ça me permet en fait de tracer un premier tableau. Donc ce tableau-là, en fait, je ne le fais quasiment jamais. Je fais ça, en fait, tout ce que je vais faire là, je vais le faire d'habitude dans ma tête. Alors qu'est-ce qu'on a? Si je prends l'intégrateur, donc l'intégrateur, lui, il est vrai tout le temps. Donc on va toujours le garder quel que soit l'intervalle. Pour les autres, le principe, c'est que lorsque je suis plus grand que la pulsation de coupure, je garde le dernier terme, p puissance n sur oméga c puissance n. Et lorsque je suis plus petit que la pulsation de coupure, je garde le premier terme, c'est-à-dire toujours 1, puisque j'ai mis mes polynômes sous forme canonique. Donc à partir de là, le 1 plus 20p, sa pulsation de coupure, c'est oméga 1. Donc j'ai 1 sur les deux premiers intervalles et oméga 20p sur les deux suivants. Pour 1 plus 100p, j'ai 1 pour le premier intervalle, c'est la seule fois où on est plus petit que oméga 2, sa pulsation de coupure. Puis j'ai 100p pour les autres. Et pour le dernier, eh bien j'ai 1 pour les trois premiers intervalles, tant que je suis plus petit que oméga 0. Et j'ai p carré sur 100 pour le dernier intervalle, puisque je suis au-dessus de sa pulsation de coupure. J'ai pris mon tableau, et donc maintenant j'ai plus qu'à trouver les équivalents. Donc là je vais le faire en deux étapes. Alors attention, petit truc, il faut faire attention dans ce problème-là. Les trois premiers, c'est des multiplications, on les multiplie entre eux, et le second ordre, il est divisé. Donc je fais multiplication des trois premiers, et je divise par le violet. Ça va me donner quoi? Voilà ce que ça me donne. Une fois qu'on a fait ça, on peut simplifier, et on trouve ce qu'on cherche depuis le début, en fait, c'est l'équivalent de la fonction sur chacun des intervalles. Alors en fait, quand on le fait dans la tête, le plus simple, c'est de prendre, on prend le premier, on sait que le premier, on est à 1 sur 10p, et puis ensuite, quand on passe au deuxième intervalle, on regarde ce qui change en fait. La seule chose qui change, c'est le marron, 100p, donc je fais 1 sur 10p fois 100p, ce qui me donne 10. Puis après, je regarde ce qui va changer, c'est le 20p, donc je le multiplie le 10 par 20p, ça me fait 200p.
puis je regarde ce qui va changer. Ce qui va changer, c'est que je vais avoir du p carré sur 100 au dénominateur. Donc le 200p, je le divise par p carré divisé par 100, donc je le multiplie par 100, je le divise par p carré, ce qui me fait 20 000 sur p. Ce qui permet en fait de le faire un peu plus rapidement de tête, à partir de la fonction de transfert initiale. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire le vrai tableau, celui-là qu'on écrit sur une copie. Donc le principe, c'est que lorsque j'ai p puissance n, je vais avoir n fois 20 dB par d4 comme pente, et je vais avoir n fois 90 degrés comme phase. Donc sur mon premier intervalle, c'est 1 sur 10p, c'est 1 sur 10 p puissance moins 1, donc ça va me faire du moins 20 dB par d4, moins 90 degrés. Alors bon, moi en général, ce que je fais plutôt, c'est que je me rappelle que quand p est au numérateur, c'est du plus, et quand p est au dénominateur, c'est du moins, quoi. Deuxième cas, j'ai h de p qui vaut 10, donc c'est une constante, donc là j'écris pas la pente, mais j'écris directement la valeur du gain. Donc ici 20 log de 10, ça fait 20 dB, et une phase de 0 degré. 200p, plus 20 dB, plus 90 degrés, et puis 20 000 sur p, ça fait moins 20 dB, moins 90 degrés. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini. Ce qui est intéressant, on le reverra dans un autre tuto, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le h de p, c'est-à-dire qu'on a l'équivalent de la fonction, ce qui va nous permettre de faire des calculs directement sur les asymptotes. Alors une fois qu'on a fait ça, on trace nos asymptotes. J'ai représenté ici, en haut je vais mettre le gain en décibels et en bas je vais mettre la phase en dB. Apprenez à toujours mettre les unes l'un au-dessus des autres et pensez à faire les deux. Alors je reprends donc mes pulsations de coupure, je les mets sur mon axe des abscisses. La seule chose où il faut faire attention, c'est essayer de garder la même distance par décade. Cherchez pas à faire un truc super précis, mais au moins qu'il y ait une décade, les décades soient représentées avec une distance constante. Donc à partir de là, le fait d'avoir trouvé oméga 0, oméga 1, oméga 2 me permet de décomposer mon axe en intervalles. Je vais remettre ici pour qu'on s'en rappelle. Je remets l'expression de l'asymptote pour chacun des intervalles, et puis il n'y a plus qu'à tracer. Alors pour tracer, on fait au plus simple. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au niveau du gain, les asymptotes forment une fonction continue. Donc il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de discontinuité au niveau de mes asymptotes. Donc ici le plus simple c'est le 10, parce que 10 je sais que ça fait 20 dB, donc je me mets à 20 dB, j'ai une phase de 0 degré, tout va bien, c'est facile. Et donc à partir de là, je peux tracer une pente à moins 20 dB par décade avant, et je sais qu'elle va arriver, en oméga 2, elle va arriver à 20 dB. C'est ça la continuité. Cela dit, si j'avais pas de constante, je reprends l'exemple du 1 sur 10 d'IP qui est au départ, je peux tracer une droite. Je sais que pour P égale 1 dixième, 1 sur 10 divisé par 10, ça va me faire 1. Donc 20 log de 1, ça fait 0. Je sais qu'en 10 moins 1, je dois passer par 0. Mais attention, bien évidemment, la droite n'existe que lorsque oméga 2 est plus petit que oméga 2. Et puis après, il n'y a plus que continuer, c'est-à-dire que au-delà de oméga 1, on fait une pente à plus 20. Alors on essaye de faire en sorte que la pente à moins 20 et la pente à plus 20, ce soit asymétrique. Et puis au-delà de oméga 0, on repart sur une pente à moins 20. Pour la phase, moins 90, 0, 90, moins 90. Voilà, j'ai tracé de manière simple mes asymptotes. Après, on peut s'intéresser au réel. Pour le réel, en fait, la seule chose qui pose problème, ce sont les systèmes du second ordre. Donc ici, j'ai un système du second ordre. Il faut que je trouve quel est son coefficient d'amortissement, donc le Z. Et ici, Z égale 1. Je sais qu'il n'y a pas de résonance, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si j'ai résonance ou pas résonance. Comme j'ai pas résonance, je sais que je vais rester sous les asymptotes au niveau de ma courbe réelle. Donc ici, voilà ce que ça fait. Alors tout ça, c'est tracé sous Scilab. Mais vous faites l'allure à la main comme ça. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Il faut se rappeler que plus Z est grand, plus la phase va descendre doucement. Plus Z est petit, plus la chute de phase, là,
quand on a un second ordre, on perd 180 degrés, et bien plus Z est petit, plus la chute de phase est violente. Donc ici on avait Z égale 1, voilà, ça donne une jolie courbe bien arrondie. Je vais changer légèrement, je vais regarder ce que ça fait lorsque Z est plus petit. Donc je vais changer juste un truc, c'est que le 20, je vais le remplacer par un 2. Donc comme je remplace mon 20 par un 2, j'obtiens un Z qui vaut 0,1. Dans ce cas-là, j'ai résonance, même assez forte résonance. Et voilà ce que ça donne. Donc bien évidemment, hein, les asymptotes ne changent pas. C'est exactement les mêmes pulsations de coupure, donc il n'y a rien qui change sur les asymptotes. Par contre, ce qui va changer, c'est que comme j'ai résonance, je suis au-dessus de la courbe au niveau du second ordre, j'ai un pic de résonance. Et au niveau de la phase, eh bien la chute de phase est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vous entraîner. Donc pour ça, je vous donne 3 fonctions, f, g, h. Donc l'idée pour vous, hein, ce serait maintenant de faire pause, d'essayer de faire la fonction de transfert f, de faire g, de faire h. Alors, je vous laisse un petit peu de temps avant de donner la correction. Le temps que vous ayez le temps de faire pause. Voilà, donc corriger. Donc pour la fonction f, voilà, donc je vous ai mis des couleurs pour que vous visualisiez. Hein. Je vous trace le tableau, voilà en fait ce que je veux voir sur une copie. Alors le oméga 1 et l'oméga 2, mettez-les plus haut en dessous proprement, hein, plutôt qu'avec des flèches bizarres. J'ai pas besoin, lorsque je trace les asymptotes, j'ai pas besoin du Z. Mais ici, je vous ai mis le Z parce que je sais que je veux tracer les asymptotes et le réel. Donc ici, vous voyez, hein, je reprends mon truc, hein, 1 sur P, moins 20 dB, moins 90, P cube, c'est 3 fois 20, c'est-à-dire moins 60 dB, moins 270 degrés, 3 fois 9. P carré, c'est du moins 40, moins 180. On obtient la courbe suivante. Alors ici, c'est un cas particulier, comme je trace ça sous Scilab, Scilab me donne au mieux les asymptotes. Donc ici, comme Z est supérieur à 1, il a trouvé les racines du polynôme, donc de degré 2. Donc il m'a redécomposé en deux systèmes du premier ordre, le système du second ordre. En fait, la majorité du temps, ça sert à rien de le faire. Hein. Donc je vous ai mis en rouge, moi, ce que je veux voir apparaître. Remarquez hein, que lorsque, ici, là, les pulsations étant assez proches l'une de l'autre, le oméga 1 et le oméga 2 sont très proches l'une de l'autre. Et donc en fait, au niveau de la courbe de phase, même si au niveau des asymptotes, je descends à moins 270 degrés, en fait, il n'a pas le temps, dans la réalité, de descendre à moins 270 degrés. Hein. On voit même pas qu'il passe en dessous il passe même pas en dessous des moins 180. Voilà, ça c'est pour le premier. Maintenant, je vais passer au deuxième. Donc G. Donc là, trois intervalles, 3 polynômes. La petite particularité de cet exercice, c'est le fait que j'ai un carré. Mais en fait, ça change rien. Vous faites classiquement. Hein. C'est-à-dire que il va apparaître lorsque, donc ici, le premier qui apparaît, c'est le oméga 3. Donc je vais avoir du 1 sur 20p dans le deuxième intervalle. Ensuite, je vais donc avoir mon 0,2 radian par seconde. Et donc là, je vais avoir quoi? Je vais avoir du 5p qui va rester. Et il va bien sûr être élevé au carré. Donc ça va faire du 25p carré au dénominateur. Voilà. Donc ici, pareil, j'ai remis en bas le Z. Ici, on a un Z qui vaut 0,16, donc très résonnant. Et donc si je trace mon système, voilà ce que ça donne. Alors attention, hein, le Z, le second ordre, il est au numérateur, donc tout s'inverse, le pic il est vers le bas. Hein. Faire attention à ça. Et vous voyez qu'on a une très forte variation de phase, vu qu'on a un Z qui est petit. Bon alors, maintenant, je vais passer au dernier. Donc H2P, même principe. Hein. Donc là encore, là j'ai un carré au numérateur, mais bon,
Il n'y a pas de changement notable. Et puis j'ai un Z qui vaut 0,4 ici, donc le système est assez peu résonnant. Et ça me donne la chose suivante. Rien de spécial à raconter. Vous voyez la particularité quand même, hein. La particularité c'est au niveau de la phase, vous voyez que ça devient assez compliqué, hein, entre à voir en fait, à visualiser que si on vous donnait que le diagramme de Bode, aller visualiser qu'ici on a ça et être en capacité d'identifier ces phases-là, c'est assez complexe. En fait, on le verrait parce qu'on passe de moins 20 à moins 40, donc ça, on ne sait pas faire avec un polynôme de degré 2, il faudrait un polynôme de degré 3, donc manifestement, on va le décomposer en un premier ordre et un second ordre. Voilà. Et bien, c'est fini pour ce premier tuto. On verra si je refais ou pas.